Bonjour, ici Jean-François Joubert. Aujourd'hui, on va parler de la chasse-galerie. Ça, c'est quand je regarde l'écran. Ça, c'est quand je regarde la caméra. Voilà, je sens que je ne suis pas un expert. La chasse-galerie, c'est un conte québécois qui, euh, qui parle d'un groupe de jeunes gens, de jeunes hommes qui sont des bûcherons et qui, la veille d'un bal, la veille de Noël, la veille du jour de l'an, peut-être probablement plutôt du jour de l'an, s'ennuient parce qu'ils sont loin, loin de leur famille, loin de leurs blondes, loin de leurs amoureuses, et ils sont dans un camp de bûcherons dans le nord. Il y a une rivière d'habitude, hein, puis c'est souvent comme ça, là, la géographie fait en sorte la géographie fait en sorte qu'il y a une rivière, on coupe les arbres en haut, on les fait descendre en bas, puis au printemps, on suit les arbres, puis on retourne à la maison. Quelque chose comme ça. Donc, c'est l'hiver, ils sont au nord. Les rivières sont gelées, leurs canaux sont dans la neige, et ils sont vraiment pris là pour longtemps à couper du bois. Et donc, ils décident de faire un pacte avec le diable. Et le diable leur donne leur donne euh, un canot qui vole. Et avec leur canot volant, ils vont aller rejoindre leur famille, leur blonde et tout, le temps d'une danse ou deux. Et là, à minuit, ou selon les histoires, là, c'est le temps de revenir. Alors, ils reviennent. Et puis, il y a un tabou associé à ce conte-là, souvent, c'est qu'ils ne doivent pas blasphémer. S'ils blasphèment, eh bien, là, le bateau ou le canot ne pourra pas continuer. Euh, et voilà. Donc, c'est mieux raconté là, par des professionnels. Moi, je vous donne la structure narrative de base, là, mais c'est une histoire fascinante. Euh, euh, Comme toujours, pour l'analyser, ben, on va aller voir, on va essayer de trouver une période. On va regarder notre stratégie d'analyse, si vous voulez bien. Regardons ça ensemble. Nous avons blablabla, la méthode. Numéro un, identifier la période. De quand date ce texte et rester ensuite dans le contexte. Pour le texte, pour le conte lui-même, il y a un canot, donc ça devrait être en Amérique, ça devrait être chez nous, ça devrait être au Québec, les canaux, où il y a peut-être une influence autochtone parce qu'il y a un canot, mais pour la période, on pourrait peut-être penser entre Champlain et après la conquête, comment dire, donc le 19e siècle, quand on commence à écrire le texte, là, quand on voit apparaître le texte à l'écrit. Alors au moins pour l'instant, le lieu, ça serait au Québec, quelque part au Québec, et puis entre l'arrivée de Champlain et puis le 19e siècle, quelque chose comme ça. Considérer l'ensemble du texte ou de l'histoire. Alors, on va faire ça. Euh, je remarque que le texte, que le conte, on parle de blasphème. On ne doit pas blasphémer. Je remarque aussi que oui, le canot, c'est une influence autochtone. Moi, j'aime pas dire autochtone, je préfère. Est-ce que c'est une influence Wendat ou Innu? Mais bon, les bateaux à écorce, les bateaux d'écorce sont nombreux, là. Il y a différents styles et tout ça. Euh, alors peut-être qu'on peut généraliser, là. Bateau d'écorce. Il y a la présence du diable. Euh, la présence du diable, ça nous mène, là, il faut qu'on retourne en France pour voir quand est-ce que ça apparaît. Les démons, le diable, les lutins, les choses comme ça. Souvent, ce qu'on dit, en tout cas, là, quand on sur l'histoire de la littérature ou sur les différentes hypothèses qu'il y a sur ce sujet-là, parce que c'est des traditions orales, c'est qu'il y aurait eu, c'est avant le christianisme. Avant le christianisme, il y aurait eu des dieux ou des personnages magiques, si vous voulez, et beaucoup de magie, là. Et ça a été transformé en diable à l'époque là, chrétienne, si vous voulez. Donc, selon les endroits, là, ça va être à différents moments. Alors, le diable, on peut imaginer que c'est une histoire qui est beaucoup plus ancienne, qui date pas, là, on va regarder ça, en fait. L'ensemble du texte, le titre, La chasse-galerie, le titre fait référence à un conte ou à une histoire qui est très ancienne au Poitou. Cette autre histoire correspond pas vraiment
à notre chasse-galerie. Leur chasse-galerie, on peut vraiment dire leur chasse-galerie puis notre chasse-galerie, et elle n'a de semblable que le titre. Celle du Poitou, oui, il y a des éléments qui nous pensent que ça remonte à des périodes là, pré-chrétiennes, assurément. Je vais vous parler tout de suite là, de la version poitevine. C'est qu'elle fait référence à une chasse à courre. La chasse à courre, il y a beaucoup de... Ça revient souvent à la chasse à courre. Alors, c'est une chasse à courre magique d'un homme qui s'appellerait Galerie, peut-être. C'est peut-être aussi la chasse-galerie. Il y en a des gens qui ont déjà émis l'hypothèse que c'est des histoires pour faire rentrer les enfants dans la maison pour qu'ils aillent se coucher. Donc, la galerie au Poitou, comme au Québec, c'est le dehors de la maison. Il y a une galerie avec un auvent qui est par-dessus. Là. Au Poitou, il y a ça aussi. C'est des traces matérielles, des fois, qui disparaissent très vite parce que c'est des constructions de bois. Alors, mais au Poitou traditionnel, d'après ce que je comprends, il y a ces auvents qui protègent une galerie. Et la galerie, c'est un lieu public, c'est un lieu de socialisation. Les gens passent du temps sur la galerie, soit pour tricoter, parler, travailler, échanger. Et puis donc, pour chasser les enfants de la galerie, quand ils sont trop tannants, ben c'est ça. Donc, il y a un conte qui fait peur. Et puis le conte qui fait peur, c'est cette chasse à courre qui passe le soir, un peu comme bonhomme 7 heures, là, qui passe là, vers l'heure de 7 heures, là, à la tombée du jour. Et on entend le bruit de cette chasse. Une chasse à courre, hein, c'est toute une espèce de caravane. Là. C'est beaucoup de gens, une quinzaine, une vingtaine de personnes qui travaillent ensemble pour aller épuiser du gibier et qui vont épuiser du gibier pour ensuite le prendre. Notez que c'est une chasse à courre dans l'histoire de la chasse-galerie, puis je viens de le remarquer en faisant cette vidéo. Je suis bien content, c'est que c'est une chasse de nuit dont ils parlent dans la chasse-galerie traditionnelle du Poitou. Une chasse de nuit, t'es pas censé faire ça. Il y a probablement un tabou, là. Alors on cherche un comparable dans la Blanche Biche. Une autre vidéo que j'ai fait qui va être disponible bientôt. Dans la Blanche Biche, c'est aussi là, une chasse de nuit. Et comme de raison, la chasse de nuit fait en sorte que les enfants... ils cherchent à encourager les gens à venir participer à cette chasse de nuit. C'est ça la chasse-galerie. Et là, il faut dire non. Et les enfants, il faut qu'ils aillent peur puis aillent se coucher. Donc, cette espèce de procession de chasseurs à court, de chasse à court, là, qui s'en va chasser le gibier de nuit. Et puis là, bien sûr, là, souvent, il y a comme des fois, dans l'histoire, dans le conte, il va y avoir une interaction du genre j'aimerais ça participer ou quelque chose comme ça, et où j'aimerais avoir ma part du butin, où il y a différentes choses comme ça. Et on se rend compte le lendemain que les chasseurs arrivent avec leur butin, et c'est un être humain. Ils vont chasser les êtres humains, là. Donc, ils ont un quartier d'épaule d'un être humain. Ça, c'est la chasse-galerie traditionnelle du Poitou. Et on n'a pas de traces de ce conte-là au Québec. À ma connaissance, j'ai jamais vu ça, ni dans ce que j'ai vu, ni dans les commentaires, les gens qui ont fait des analyses et des recherches là-dessus. Rien trouvé de ce conte-là particulièrement. Hormis le titre. Alors, je me dois de penser que si on pense à la période, c'est clairement une invention, c'est une création d'ici. Et on peut aussi, si je parle du fait que dans notre version, il y a le tabou ou l'interdiction de sacrer, je pense que je pourrais même dire, moi ça me fait dire que c'est après la conquête. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que sacrer et les blasphèmes, comme on dit, à l'époque de la Nouvelle-France, c'est ambigu et c'est controversé. À l'époque de la Nouvelle-France, j'ai écrit Le Sacre du Québec qui parle d'un peu le début là, du Québec. Le sacre, en fait, c'est pour parler du début. Nos sacres sont là dès le début. C'est la thèse que je défends.
pour la période du 17e siècle, en France comme en Nouvelle-France, remettre en question l'Église catholique, c'est un blasphème. C'est ça, un blasphème. Et il y a une judiciarisation d'un débat essentiellement religieux ou d'un débat philosophique. Donc, il y a une criminalisation d'un débat, en fait. Et quand on regarde la majorité des gens qui viennent en Nouvelle-France proviennent des lieux où il y a les plus fortes concentrations de protestants, des protestants qui ne veulent pas aller à la messe. Puis comme on voit en Nouvelle-France, les gens ne vont pas à la messe que quelques 4 fois peut-être dans l'année, et puis ils sont forcés d'y aller. Alors, c'est pas surprenant qu'on a dans notre vocabulaire, non pas quelques mots, mais une dizaine de mots qui ciblent très précisément la messe. C'est pas des mots religieux. Là. Quand on parle, par exemple, de mots religieux, soutane, c'est pas un sacre. Étole, c'est un sacre. Et étole, c'est bien sûr le mot qui fait référence aux vêtements de la messe. Là. Donc, le conte anti-blasphème, il aurait été beaucoup plus, selon moi, intégré, assimilé dans la population au 19e siècle qu'à l'époque là, du 17e siècle. Alors, en gros, c'est ce qui me permet de le dater donc pour le 19e siècle. Donc, en considérant l'ensemble du texte, oui, aspect linguistique, figure de style, j'ai pas de commentaires à faire, j'ai pas trouvé des choses comme ça. Chercher des comparables, je vais revenir là, sur la méthode, là, mais pour chercher des comparables, des bateaux qui volent, ça n'a rien de si unique dans l'imaginaire des peuples. Moi, je suis tombé sur... j'ai habité en Indonésie, puis je suis tombé là-dessus. Perahu Ajaib. Perahu, c'est un bateau. Et Ajaib, c'est bien sûr, c'est magique en fait, je pense, la traduction. C'est un mot que je ne connais pas particulièrement. Mais regardez là, hein, c'est un bateau volant. Alors, comme la chasse-galerie, un peu comme chez nous. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a rien de très... je ne pense pas que ce soit une influence autochtone en tant que telle. Je ne dis pas ça de gaieté de cœur ou Je pense que ce texte-là provient du 19e siècle où justement les contacts avec les Autochtones sont rendus beaucoup plus distants, beaucoup moins intimes. Puis quand on parle d'influence externe à une culture, alors on aurait la culture Innu par exemple, ou la culture Atikamekw, la culture Wendat, qui nous donnerait cette influence-là, comme on dit en anglais, « walk me through it ». Explique-moi comment tu vois ça, là. Alors, il faut que quelqu'un traduise probablement les mots. Il y a un effort de traduction, là. Soit c'est un Canadien-Français, un Québécois de la Nouvelle-France qui va prendre ce mot-là, ou ce conte-là autochtone pour le traduire en français, ou soit c'est en français. Puis en tout cas, il y a un effort de traduction qui est moins probable au 19e siècle. À l'époque de la Nouvelle-France, il y en a des exemples de transmission culturelle ou d'échange culturel. Je ne sais pas, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais c'est un syncrétisme, je pense. Et un exemple de ça, ça serait la ceinture fléchée. Ce sont des traditions de tissage autochtone, Wendat probablement, qui sont... puis là, on utilise de la laine qui vient d'Europe et ça fait ce type de ceinture fléchée. Alors, c'est ça, pour le sirop d'érable, l'autre classique, le sirop qui est cuit, attendez un peu, dans un panier comme ça, l'eau d'érable avec des pierres, ça va donner un certain résultat, mais quand il va y avoir des chaudières en cuivre, ben là, on va... Et puis, comme pour la ceinture fléchée, la ceinture fléchée, ça semble être quelque chose de québécois, ça. Québécois, canadien, français, parce que en tout cas, ça va aller un peu partout, mais ça va être adopté par les Autochtones. Le sirop d'érable,
avec les pots en cuivre. Les pots en cuivre, la laine, c'était des choses qui étaient là, extrêmement prisées là, par les Autochtones. Et il y a comme une espèce il y a un mélange là, réel qui se fait. Je pense au sipat aussi. Le mot sipat, c'est d'origine anglaise probablement. Mais le mets, qui est un mets de chasseur, en fait, avec 3 types de viande, puis c'est cuit là, très très longtemps, c'est vraiment un plat, à mon sens, c'est un plat autochtone. Qui est adapté ensuite, modifié là, à l'européenne. Mais il y a vraiment un bel échange là, culturel là, dont on peut être vraiment très fier de part et d'autre. Et ce serait très difficile de savoir qui a fait quoi pour les deux. L'origine, c'est des adaptations, puis ça donne quelque chose de nouveau. C'est très beau, en fait. Et c'est typique, en passant, c'est typique là, de notre, des débuts, là, de la Nouvelle-France, où il y a vraiment une dépendance ce qu'on va dire des Français, mais très rapidement, ils vont s'appeler habitants, là, de la dépendance des habitants, non pas envers des communautés religieuses, non pas envers du gouverneur français, mais envers les communautés autochtones. Il y a vraiment un échange très, très fort. Malheureusement, dès 1640, les Wendat vont se faire quasiment là, génocider. Là. Il va y avoir aussi les maladies, des terribles épidémies qui vont... comment dire, donc, le pendant, nos alliés Wendat de cette époque, malheureusement, ne sont pas là pour témoigner de cette époque. Et puis, certainement, c'est une partie d'un casse-tête là, qui nous manque. Là, qui nous manque. En tout cas, bref, revenons à nos moutons. On parlait de méthode. Identifier la période, pour moi, la chasse-galerie, c'est le 19e siècle. Pour plusieurs raisons, dont l'espèce de tabou concernant les blasphèmes. On considère l'ensemble du texte, absolument. L'ensemble du texte, maintenant, ça me fait penser un peu à Cendrillon. Cendrillon, qui était un conte très populaire et très partagé partout là, en Nouvelle-France. Quand je dis en passant à la Nouvelle-France, je parle du nord de la Nouvelle-France. Là. On ne parle pas de la Louisiane. Là. Je ne sais pas c'est qui a commencé à dire que la Nouvelle-France incluait la Louisiane. Là. Ça, c'est vrai là, superficiellement. Là. Mais on parle de la Nouvelle-France du nord, le Québec. Là. Alors, le Québec, il y a ce texte-là de Cendrillon qui se disait Cendrillon, je pense. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples de ce texte-là. Et ça me fait penser à ça. Donc, plutôt que d'avoir une jeune femme qui veut aller au bal puis qui a une espèce de marraine avec des pouvoirs magiques qui lui donne un nouveau bolide là, pour se rendre, ben là, on a plutôt des hommes qui sont bûcherons puis qui veulent aller... non pas au bal, mais à célébrer le jour de l'an. Ça ressemble un peu, je trouve. Il y a peut-être d'autres comparables, et je ne veux pas dire non plus que... Il y a peut-être d'autres comparables, mais c'est comme première hypothèse, là, je me dis que c'est pas si différent, en fait. Les aspects linguistiques, je vois pas, là, figure de style, je vois pas particulièrement. Le titre fait référence à un vieux conte du Poitou, dont on a parlé. Chercher des comparables, bon, alors ça, on a fait ça. Si influence externe, comment? Je pense pas qu'il y ait une influence externe particulièrement. Je pense qu'on utilise peut-être là, l'aura qui est rendu l'aura du conte poitevin, mais qui est peut-être en train de disparaître au 19e siècle au Québec. Là. Mais il y a encore un aura, et puis on raconte une nouvelle histoire. Il y a quelque chose de bizarre. Une de mes suggestions, c'est que ça vient parce que justement, c'est anti-blasphème, ça nous viendrait-tu d'une communauté religieuse? Là? Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est une espèce d'effort de fake news? Là? Un effort d'aller là, dans le profond... l'intime, là, raconter des contes, là, et puis d'en faire un conte contre les blasphèmes. Ça vaut ce que ça vaut. Là. C'est une idée que j'aime faire des hypothèses. Hein? Numéro 6, je ne voulais pas me censurer en faisant cette hypothèse-là. Je veux au moins là, la sortir, faire en sorte qu'elle soit là. Est-ce que j'ai fini mes petites diapos? Conte qui date d'après la conquête. Est-ce que c'est une influence religieuse? Le conte original du Poitou, c'est une chasse à courre. Et ensemble, on s'est rendu compte,
apparemment que c'est une chasse à courre de nuit. C'est ça la chasse-galerie. C'est qu'il est en train de faire quelque chose qui est tabou, de chasser pendant la nuit. Et je ne vois pas d'influence autochtone claire dans ce conte-là. Je trouve ça dommage. J'aimerais bien. En fait, j'en cherche des influences autochtones claires, mais pas assez. Et je vous laisse découvrir Perahu Adjahib, histoire d'amour fascinante où un couple, finalement, un peu comme Roméo et Juliette, vont s'enfuir éventuellement avec leur bateau. Mais il y a rien de semblable à nous. Les points de repère culturels, les références culturelles, nous sont complètement non familiers. C'est un très, très drôle, très étrange, une histoire très étrange. Alors, pas d'influence autochtone claire, ça c'est le texte du Poitou. Les périodes, on va être ici. Après la conquête, notez qu'après la conquête, l'alphabétisation de la population baisse, très dépendant des communautés catholiques. On a un encadrement, une dépendance aux communautés religieuses ici, qui est très très forte, parce qu'elles elles font le travail de l'Empire britannique, donc le colonialisme, le bras du colonialisme britannique, c'est les communautés religieuses. Je ne dis pas que tous les gens qui sont dans les communautés religieuses faut quand même faire des nuances, là. La plupart, les communautés... Donc, c'est pas... comprenez là, que c'est une structure coloniale, là. C'est de ça qu'on parle, là. Et avant la conquête, c'est peu probable là, que ce soit ça. Parce que les gens se seraient... avant la conquête, les gens auraient su là, que la chasse-galerie, là, c'était... Il y aurait une idée là, très forte là, du conte tel qu'il est connu là, au Poitou. Là. Forte alphabétisation, c'est surprenant, mais c'est vrai, 3 fois plus que la population normale en France. Forte alphabétisation, ça c'est en Nouvelle-France. Opposition avec le clergé. Tout le long de la Nouvelle-France, il y a cette opposition. Et voilà. Tradition orale de France et certaines occasions d'échange avec les Wendat et les Inuits dont on a parlé. Je vous remercie beaucoup. Je pense que j'ai terminé. Voilà. Bonne journée.